Psychologie transpersonnelle parce que c'est une des rares disciplines psychologiques où en fait ils reconnaissent toutes les disciplines et où le point clé c'est de dire quand un patient ou un client a une demande, eh bien on peut associer une grille de lecture à la demande de cette personne et avec des techniques particulières. Et comme nous sommes dans un paradigme ericksonien, pour rappel, Erickson dit travailler avec la grille de lecture de la personne, travailler avec les croyances de la personne et la façon dont elle comprend, dont elle pense le monde, y compris de la façon dont elle comprend sa propre psyché. Donc l'idée, c'est que si on veut travailler avec des gens, avec leur grille de lecture et leur façon de comprendre leur propre esprit, eh ben, il faut connaître toutes les cartographies de l'esprit. Parce que sinon, il y en aura toujours un qui nous dira des trucs, on se dira « je comprends absolument rien à ce qu'il me raconte et je ne sais pas du tout quoi faire pour lui ». Donc pourquoi la psychologie transpersonnelle? Parce qu'elle présente toutes les grilles de lecture, elle se positionne, mais au moins elle les présente toutes, et finalement c'est le seul courant psychologique et thérapeutique à présenter tous les autres. Pour rappel, le thème de cette année, c'est les moyens de transformation de la subjectivité, et nous parlons principalement de mécanismes de l'esprit cette année. Avec une question qui est notre fil conducteur, est-ce que nos paradigmes philosophiques, est-ce que nos croyances et nos grandes croyances primordiales limitent l'utilisation de nos propres processus hypnotiques? Question un peu mystérieuse qui devrait s'éclairer au fur et à mesure de ce cours. Dans un premier temps, on a parlé de philosophie de l'esprit pour se demander est-ce que la façon dont nous pensons notre propre esprit peut limiter la façon dont nous sommes en interaction avec nous-mêmes, la façon dont nous utilisons nos fonctions cognitives. Dans un deuxième temps, on a pris tout un moment pour regarder comment, dans la psychologie occidentale, est présent l'idée d'une dialogie, d'un esprit qui est segmenté en parts, qui forment une unité, et comment ces parts peuvent communiquer les unes avec les autres. Dans un troisième temps, on a montré des modèles complémentaires, non occidentaux, qui répondent à la même question et qui sous-entendent un peu les mêmes mécanismes, des mécanismes de fonctions cognitives segmentées, de capacités segmentées, qui peuvent travailler ensemble ou s'opposer les unes aux autres. Actuellement, nous étudions des mécanismes d'interaction de l'esprit avec les supports externes, de l'esprit avec ce que nous percevons. Nous pourrions dire d'une certaine façon, avec quelques guillemets, nous explorons des mécanismes d'interaction entre l'interne, la subjectivité, et l'externe, les objets sensibles. La semaine dernière, nous avons exploré cette question dans l'axe de l'autre comme support de mes projections, l'autre comme mécanisme d'interaction. Et aujourd'hui, la question est de regarder les mêmes mécanismes d'interaction avec les objets sensibles comme un miroir de notre propre esprit. Est-ce que c'est OK? Ça resitue bien pour tout le monde? Eh bien, c'est parti. Alors, le plan du cours d'aujourd'hui. Déjà, regardez comment il y a des mécanismes d'interaction entre notre expérience subjective et les objets sensibles eux-mêmes. Dans un deuxième temps, on va regarder quelles surfaces projectives sont disponibles dans le monde sensible, surfaces projectives différentes de l'autre, comme un miroir de moi-même. Dans un troisième temps, on va regarder des pratiques actives de projection, c'est-à-dire des pratiques où nous faisons volontairement une projection sur un objet sensible pour la récupérer. Et dans un quatrième temps, si du moins on a le temps aujourd'hui, dans un quatrième temps, on verra des perspectives générales et des applications en accompagnement. Donc dans un premier temps, quel mécanisme d'interaction entre notre expérience subjective et des objets sensibles? Dans un premier temps, un mécanisme important, c'est l'attribution de sens et de signification que nous allons donner à un objet sensible. Le premier à en parler, ou du moins à mon point de vue, celui qui en parle le mieux, c'est Jung, dans ses écrits sur la synchronicité, où Jung explique que la synchronicité, c'est la conjonction de deux phénomènes. L'apparition dans l'esprit d'une image inconsciente qui vient à la surface de la conscience, nous pourrions dire en nos propres termes l'apparition d'une image contenue dans la psyché qui se présente à notre attention, et d'autre part une coïncidence avec un fait subjectif qui va apparaître dans le monde objectif. Et Jung dit qu'il y a une coïncidence entre ces deux faits et qui n'est pas de nature causale, qui est d'une nature acausale, qui semble être l'attribution d'une signification à ce phénomène. Par exemple, je pense à ma grand-mère, et au moment où j'y pense, elle m'appelle. A priori, il n'y a pas de relation causale entre les deux phénomènes,
Mais je peux attribuer un sens qui pourrait être, par exemple, tiens, c'est très étonnant qu'au moment où j'y pense, elle m'appelle. Je suis en train d'attribuer une signification à ce phénomène. Alors, les synchronicités, on va en reparler un petit peu plus la prochaine fois. Ce qui est important ici, c'est de voir qu'il y a une attribution de signification. Et donc, là où Jung insiste sur le fait que la synchronicité est une conjonction de deux phénomènes, nous pourrions plutôt voir qu'il y a une conjonction de trois phénomènes. D'une part, un fait inconscient qui vient à la surface de notre attention. D'autre part, un fait qu'on pourrait dire objectif qui se présente dans les objets sensibles. Et en troisième lieu, le fait que dans ce moment-là, nous attribuons un sens. Et je pense, pour ce que nous regardons aujourd'hui, que c'est l'attribution de sens ou l'attribution de signification qui est le phénomène clé dans ce que Jung appelait les synchronicités. Deuxième mécanisme d'interaction entre notre expérience subjective et les objets sensibles. Un principe qu'on voit dans l'épistémologie Mahayana qui s'appelle l'attribution de nom et de forme. Alors, dans la phénoménologie Mahayana, l'attribution du nom et de la forme, c'est un mécanisme psychique dans lequel on va, comme le nom l'indique, on va attribuer un nom et attribuer une forme à quelque chose qui fondamentalement n'a pas de nom et n'a pas de forme. Prenons un exemple. Nous pourrions, par exemple, attribuer à ce phénomène la notion d'une tasse. Pourquoi pas? Mais nous pourrions aussi attribuer la notion d'un cylindre. Pourquoi pas non plus? Nous pourrions donner la notion de céramique peut-être, ou d'un chat. Mais nous sommes bien conscients qu'en aucun cas il ne s'agit d'un chat. Avant tout, il s'agit d'une image, d'un dessin, peut-être qu'il s'agit d'un support visuel. Peut-être dans certains contextes, on pourrait attribuer à cette part de ce qu'on appelle la tasse la notion d'une anse. Mais peut-être aussi qu'on pourrait attribuer la notion d'une oreille, après tout, pourquoi pas. Et peut-être, si on va un peu plus loin, on pourrait dire c'est un chat avec une grande oreille. C'est une question d'attribution du nom que nous voulons donner à quelque chose. Et l'épistémologie Mahayana, je ne voulais pas afficher, excusez-moi. L'épistémologie Mahayana dit, au moment où surgit le nom, alors surgit la forme. Nous aurions plutôt tendance à dire, c'est une forme objective à laquelle nous prêtons un nom. Or, eh bien, dans l'épistémologie Mahayana, il s'agit avant tout d'une attribution de noms qui vont être attribués depuis la perception, et à partir de ces noms, l'attribution d'une forme. Ce qui fait que peut-être que certains verront avant tout une tasse, peut-être que certains verront avant tout un chat. Quoi qu'il en soit, il y a un phénomène d'attribution de noms et de formes. Ce qui est intéressant dans ce phénomène, c'est de voir que, aux objets sensibles, l'esprit substitue des objets psychiques. Et là, on pourrait repartir sur ce qu'on a déjà vu dans la cartographie Mahayana, la cartographie de l'esprit Mahayana, que depuis les objets sensibles, il va y avoir un accès à une fonction alaya vijnana, une fonction qui à la fois va acquérir les objets pour les conditionner, les lier à un nom et à une forme, et les restituer à la partie attentive de l'esprit. Ça vous paraît clair ? Donc pour ceux qui tombent sur cette vidéo par hasard, je vous renvoie au schéma qu'on a montré dans les précédents cours, sinon ça peut être un peu insensé. Autre mécanisme d'interaction entre l'expérience subjective et les objets sensibles, la façon dont des contenus psychiques sont projetés vers les objets sensibles. Ce n'est pas très loin de ce que nous venons de dire. L'esprit qui projette des contenus vers des objets a priori objectifs. Nous les appelons objets sensibles. Pourquoi? Parce que ce sont les objets qui appartiennent au domaine des sens, les objets que nous pouvons voir, que nous pouvons entendre, que nous pouvons toucher, par lesquels nous sommes en interaction avec nos sens. Ici, on parlerait, dans la projection de contenu psychique vers les objets sensibles, on pourrait dire il y a dans le monde sensible des surfaces de projection sur lesquelles nous pouvons projeter des contenus psychiques. Alors, lesquels? Eh bien, parmi ceux-là, par exemple, l'inconscient freudien, avec les éléments du ça, les éléments du moi idéal, de l'idéal du moi, les éléments du surmoi. On peut projeter, par exemple, tous les éléments contenus dans le supraconscient de Assad Joly, qui va être lié aux peak expériences de Maslow, qui va être lié aux premières et quatrièmes matrices périnatales de Stan Grof. Ici, on serait plutôt dans la projection de contenus très... On pourrait dire de manière symbolique des contenus très lumineux ou des contenus très agréables ou des contenus qui pourraient ressembler à des expériences de félicité, par exemple. Prenons un exemple sur cela. Si on voit un coucher de soleil au bord de la mer et qu'on se dit « mais c'est merveilleux »,
mais est-ce que c'est vraiment l'objet sensible couché de soleil au bord de la mer qui est merveilleux? Ou est-ce que c'est notre expérience, notre potentiel du merveilleux que nous projetons dans cet objet? Peut-être un peu les deux, à vrai dire. Mais au moins dans la deuxième partie, dans la deuxième proposition ici, on voit qu'il y a une projection de capacité, de potentiel psychique dans les objets sensibles, dans cet exemple-là, dans les objets sensibles que nous voyons. Nous pouvons y projeter des éléments de l'Alaya Vijnana. En termes ericksoniens, par exemple, nous parlerions d'ancrage. Nous projetons alors des objets psychiques qui sont conditionnés aux objets sensibles que nous percevons. Par exemple, un ami qui nous fait penser à par exemple, de la tendresse et de la joie, eh bien, quand nous le voyons, se génère à l'intérieur de nous naturellement, par conditionnement et par ancrage, de la tendresse et de la joie. Bon, je vous ai fait une longue liste de tout ça, mais bien sûr vont se projeter les différents coex positifs et négatifs, coex au sens de ce que nous avons vu chez Stan Grof. Bien sûr vont se projeter dans les objets sensibles nos systèmes de valeurs et nos systèmes de représentation. Par exemple, un symbole dont on va reparler plusieurs fois aujourd'hui, par exemple, la croix gammée n'aura pas le même système de valeurs si je suis un extrémiste de gauche antifasciste ou si je suis un fasciste. C'est embêtant de parler de ça. Disons fasciste tout court. Ça n'aura pas pour moi la même signification. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le même système de valeurs qui fait que je n'ai pas la même interprétation de l'objet sensible qui est présent dans ma vision. Et puis, bien sûr, on va donner aux objets sensibles, on va accorder aux objets sensibles nos systèmes de croyances, nos interprétations philosophiques, spirituelles, métaphysiques. Par exemple, si je suis taoïste, peut-être que le symbole du yin-yang va sembler être quelque chose de très profond pour moi, qu'il aura une très profonde signification. Mais si je suis très matérialiste et un peu cynique sur toutes les voies orientales, peut-être que je vais me dire, voilà une bonne représentation d'un truc ridicule qui fait planer les New Age. Parce que j'aurai un système de valeurs, un système de croyances, un système d'interprétation philosophique qui m'en accordera une autre signification que celui d'une autre personne. On voit donc dans ces différents exemples comment des contenus psychiques sont projetés depuis l'esprit vers les objets. Quatrième mécanisme, des contenus psychiques peuvent-ils être activés par les objets sensibles et projetés depuis les objets sensibles? Alors là, c'est déjà un petit peu plus... un peu moins compréhensible pour des occidentaux, en tout cas, cette idée-là. Du moins, un peu moins compréhensible pour des matérialistes. Sans l'idée qu'il y a des contenus projetés depuis les objets vers nous, eh bien, il pourrait rester l'idée que je projette un contenu vers un objet. Mais il faut bien que ça me revienne. Vous êtes d'accord avec cette idée-là? Oui. C'était pas ce que disait le Lama Punto, le voile qu'on a sur les choses, en fait, ça qui nous cache de la réalité. Quand on se met un voile sur la réalité, et la réalité on la voit avec tout ça, en fait, avec nos projections, et en fait c'est de ce voile-là qui parlait pour accéder à la vraie, à l'essence des choses, en fait. Non, c'est pas ce que je dis. Peut-être, si c'est clair ce que tu dis, mais je ne sais pas répondre si c'est de ça qu'il parlait ou pas. Ma tentation serait de dire oui, je pense que c'est de ça qu'il parle, mais peut-être qu'il parle aussi d'autres mécanismes. Peut-être qu'il parle de quelque chose qui inclut cela, mais qui contient aussi d'autres choses. Donc là, comme ça, en l'état, je ne sais pas. Mais on peut lui demander si tu veux. Enfin, pas maintenant. En tout cas, il y a la présence de ce mécanisme. Parce que sans le mécanisme de projection de contenu depuis les objets vers nous, eh bien nous pourrions dire, ok, je projette des contenus de mon esprit dans les objets, mais il faut bien que je perçoive ce contenu depuis les objets. Et ça va amener à des réflexions et à des questions qui sont assez intéressantes. Même dans l'hypothèse d'un simple aller-retour du psychisme, qui enverrait de l'information dans les objets et qui les récupérerait, même dans cette interprétation-là, on peut quand même s'intéresser un instant. Excusez-moi, je suis un peu fatigué ce soir. Même dans l'hypothèse d'un aller-retour, on peut s'intéresser à la question du retour. Retour de contenu depuis les objets vers notre psyché. Alors par exemple, d'un point de vue archétypal, on pourrait dire qu'il y a un inconscient collectif des archétypes qui organisent la psyché. Et si c'est le cas, il y a des objets qui contiennent de la signification sans que je la projette. On pourrait dire par exemple que la plupart du temps, les formes géométriques ont des significations assez récurrentes pour les différents individus.
En général, un rond ou un ensemble de sphères ne génère pas les mêmes sensations, les mêmes idées qu'un triangle ou un carré. Alors, je laisse vous faire votre propre idée. Vous pouvez aussi interroger les gens autour de vous pour voir si ça se généralise ou pas. Mais il y a d'autres points de vue beaucoup plus clairs sur cette question. Par exemple, dans une philosophie animiste, les objets ont une intentionnalité, une signification et même une intelligence. Dans une philosophie animiste, il n'y a aucun doute que les objets projettent de la signification vers nous. Par exemple, que la plante projette du contenu psychique, et elle projette de la signification et même de l'information. Elle va même projeter de la communication. Ou que l'animal ou telle famille d'animal projette vers nous de la signification. Et la signification et la communication, ce sont des objets psychiques. D'un point de vue matérialiste, eh bien, encore une fois, d'un point de vue matérialiste, c'est intéressant de le creuser, ce point de vue matérialiste, de le creuser jusqu'au bout, parce que si l'esprit vient de la matière, alors il n'y a pas de raison particulière pour que les objets sensibles ne contiennent pas de contenu psychique. Si l'esprit est inhérent au phénomène matériel, pourquoi ça se limiterait au cerveau après tout ? Peut-être que ça peut s'organiser dans d'autres objets sensibles, dans le végétal, dans le minéral, peut-être d'une autre manière. Et on pourrait creuser un peu cette question-là. Et puis enfin, dans une philosophie purement idéaliste, eh bien là, la question ne se pose même plus, puisque dans une philosophie purement idéaliste, les objets sont une projection de l'esprit. Ils contiennent donc en soi la signification que l'esprit leur accorde. C'est toujours clair ? Ok. Et puis un dernier mécanisme, et après on va prendre une longue série d'exemples. Une identification inconsciente aux actions externes. C'est Jung qui propose cette idée-là quand il étudie l'alchimie, dans un texte où il étudie longuement le travail de Paracels. Alors, je vous cite ce qu'il en dit. « Pendant que l'alchimiste chauffe ses matériaux dans le four, il est pour ainsi dire soumis moralement au même tourment par le feu. Et il est soumis moralement à la même purification. » Et je cite toujours Jung ici, « Par suite de sa projection dans la matière, il est inconsciemment identifié à elle et il subit par conséquent le même processus de transformation. » Alors, pourquoi pas ? Mais si on regarde 2 minutes, la tension émotionnelle que l'on peut avoir si on va dans un stade et qu'on regarde un match de foot, est-ce qu'on vit nos émotions ou est-ce qu'on vit les émotions de ce qu'on est en train de voir se mettre en mouvement devant nous ? Alors moi je ne vais pas donner une réponse à cette question-là, mais on peut soulever quelques questions comme ça. Si on fait un feu et qu'on regarde le bois se transformer, et qu'on dit « oui, ça réchauffe ma peau, mais aussi quand je regarde ce feu, ça réchauffe mon cœur ». Certaines personnes en tout cas disent des exemples comme ça. Et on pourrait prendre une longue série d'exemples de cette nature. Ce mécanisme, s'il est avéré, montrerait qu'il y a une action sur le psychisme quand il y a une transformation du sensible. Et ça aussi, on va le voir dans plusieurs exemples, notamment dans les œuvres d'art vivantes, notamment dans le cinéma par exemple. Et ce sera également un point clé pour tout ce qui est rituel, pour tout ce qui est décontextualisation, etc. Ah oui, j'avais noté, on peut donner l'exemple de la maison. Il y a beaucoup de personnes qui disent « quand je range ma maison, je me sens plus ordonné ». Mais s'il n'y a pas un mécanisme d'identification inconsciente à la transformation de l'externe, c'est pas logique du tout. Dans le désordre de la maison ou dans l'ordre de la maison, on devrait se sentir de la même façon. Et le fait de ranger la maison ne devrait pas nous donner une sensation d'ordre interne. Et même, on pourrait le dire à l'inverse aussi, quand la maison est trop ordonnée, le fait de la rendre un peu plus chaotique ne devrait pas nous donner une sensation de nous être dispersés ou de nous être... d'avoir pu nous libérer de trop d'ordre. Vous voyez, on peut prendre l'exemple inverse. Les gens qui disent « elle est trop rangée tout le temps cette maison, je suis maniaque, il y a un truc qui cloche, allez, je vais la ranger un peu moins ». Intéressant. On est en train de travailler sur quoi là ? Sur l'ordre de la maison ou sur soi-même ? À nouveau dans cet exemple, qui est un exemple beaucoup plus accessible que les précédents, dans cet exemple on voit à nouveau qu'il y aurait une action sur le psychisme de la transformation des objets sensibles. Là on a vu quelques mécanismes d'interaction entre l'expérience subjective et les objets sensibles. L'attribution de sens et de signification, l'attribution du nom et de la forme, des contenus psychiques projetés de notre esprit vers les objets sensibles, des contenus psychiques activés par les objets sensibles, voire même projetés depuis les objets sensibles, et le mécanisme d'identification inconsciente aux actions externes.
Ce qu'on voit quand on utilise des mécanismes hypnotiques, quelle que soit leur culture et les expériences subjectives de transe, c'est qu'il y a une très forte variation sur les mécanismes que nous venons de citer. Par exemple, quelqu'un qui entre en transe, si on lui demande « Qu'est-ce que tu ressens là de la chaise ?», il va nous dire beaucoup de choses qui ne parlent pas de la chaise. Par exemple, quelqu'un qui est en transe, si on lui pose des questions à propos de la tasse, il y a beaucoup plus de chances qu'il se mette à nous dire qu'il y a une oreille ici. Alors que sans transe, il y a beaucoup plus de chances qu'ils nous disent « C'est fondamentalement une tasse blanche avec un chat dessus ». Quelqu'un en transe pourrait nous dire par exemple « Il a un regard un peu bizarre, ce chat ». Quelqu'un qui n'est pas en transe, il verrait plus un générique. Et le tarot qu'on a vu il y a quelques semaines, c'est exactement ça. Et le tarot, c'est exactement ça. Et la semaine prochaine, on va faire un long cours sur ça en particulier. Les symboles et les surfaces subjectives, les surfaces projectives qu'on peut utiliser pour transformer sa subjectivité, volontairement pour le coup. Donc, je l'ai mis à part pour la semaine prochaine. De la même façon, la substitution d'objets sensibles par des objets psychiques, quand quelqu'un rentre en transe ou va dans une expérience hypnotique, ça augmente beaucoup. C'est un bon moyen de voir les objets psychiques qui sont présents et dont avant on ne pouvait pas reconnaître la présence. Etc. etc. Aussi peut-être un dernier point, l'action de la transformation du sensible sur le psychique. Prenons un exemple du cinéma, par exemple. Quand deux figures archétypales au cinéma sont en train de jouer un jeu de dialogue, un jeu d'interaction, si on est en transe au cinéma, vous savez ce truc où on a les yeux grands comme ça et on est là, ah, c'est incroyable ce qui se passe, on oublie qu'on est nous et on croit qu'on est eux, en gros quoi, bah, si on est en transe au cinéma, il y a de fortes chances que ça nous active fortement quelque chose au fond de notre esprit. Si on n'est pas en transe au cinéma, ce qui est l'expérience d'être au cinéma en se disant, il joue bien DiCaprio, mais je suis vraiment pas dans le film, vous voyez ? Ça, c'est être au cinéma, mais pas en transe, d'après moi en tout cas, eh bien, il y a de fortes chances que ça active beaucoup moins de choses à l'intérieur de nous. Mais on peut aussi parler de ce phénomène dans le sens inverse. Ces mécanismes, généralement, sont stables. Attribution de signification, substitution des objets sensibles par des objets psychiques, projection d'objets psychiques, projection de signification. Eh bien, si ces mécanismes sont généralement assez stables, leur modulation va créer automatiquement un état de conscience modifié. C'est-à-dire, si je suis dans un état de conscience habituel, que je suis en train de prendre cette tasse et que d'un seul coup je me dis « Tiens, j'avais jamais pensé, on dirait une oreille. Ah là là, une oreille rose avec un bout blanc et un bout rose. » Bah, a priori, si je commence à faire ça, le moment où je suis en train de faire ça, c'est une modulation d'un paramètre habituel, le paramètre attribution de signification. Et au moment où je suis en train de le faire, c'est une expérience d'état de conscience modifié. Et assez forte, après dire. Ça vous parle, ce truc-là ? Ok. Ces variations montrent que les états de conscience modifiés sont présents assez régulièrement. On pourrait les dire autrement. L'état de conscience module tout le temps. Ce qui va être intéressant pour des accompagnants, c'est d'attraper les moments où pour l'accompagner ça module pour pouvoir amplifier et faire un travail. Et au final, ce qu'on observe, c'est que les mécanismes hypnotiques, quelle que soit leur nature, ils facilitent un accès à de l'information, qu'elle provienne de l'esprit qui les projette ou qu'elle soit contenue dans les objets sensibles. Et ce qui est intéressant, c'est que les mécanismes hypnotiques facilitent cet accès et vont nous permettre d'être en contact avec une information qui était inconnue. On n'avait pas conscience ou on ne prêtait pas attention au fait que sur cette tasse, à vrai dire, oui, on pouvait percevoir une oreille. Pourquoi pas ? On ne prêtait pas attention que quand on range cette maison, oui, ça fait de l'ordre pour nous. Et utiliser ces petits mécanismes va nous apporter de l'information qui était inconnue de nous. Jacques Lacan, il appelle ça de l'insu, quelque chose qu'on ne savait pas. Et dans le langage courant, on appelle ça du contenu inconscient, de l'information inconsciente. Par exemple, peut-être que quelqu'un qui va ranger sa maison de cette manière-là va se dire « Eh mais en fait, ce que je suis en train de découvrir, c'est que quand je range cette maison, ça me soulage. » Ah bah ça tombe bien parce qu'il y a plein de moments dans ma vie où je n'arrive pas à me soulager. Et je viens de découvrir mon mécanisme. Eh bien ça, à notre point de vue, c'est un mécanisme hypnotique. Ranger sa maison pour se soulager, il y a plein d'autres moyens pour se soulager. Mais si quelqu'un découvre celui-là, une fois qu'il l'a découvert, il découvre de l'information sur lui
j'ai besoin de soulagement, je viens de découvrir un moyen de le faire, je viens de découvrir un moyen de transformer ma subjectivité. Et maintenant que je connais ce moyen, je vois d'autant plus mon besoin de soulagement et je peux utiliser cela quand j'ai besoin de me soulager. Clair? Ok. Quelqu'un a une question sur ça? Je t'ai entendu faire... Je dis sur autre chose, mais tout à l'heure. Ok. Alors j'ai pris plus de temps que prévu pour vous expliquer tout ça, mais comme la semaine prochaine on n'a finalement pas d'invité, eh bien s'il faut continuer jusqu'à la semaine prochaine, on fera comme ça. Alors maintenant qu'on a expliqué tous ces mécanismes, on pourrait quand même se demander, mais quelles sont ces fameuses surfaces projectives dans le monde sensible? Alors là on en a une longue liste. En premier lieu, les lieux et les éléments naturels, les espaces et les paysages. Alors oui, les forêts, les bois, les plages, les falaises, les grottes, les canyons, les cascades, les rivières, les marécages, le soleil levant, couchant, etc. Les éléments naturels, le sable, le feu, l'eau, l'air, les pierres, la terre, les saisons et les cycles naturels, les saisons, les marées, les lunes, la faune et la flore. Comment est-ce qu'on peut projeter quelque chose sur une fleur, sur un arbre, sur un ensemble d'arbres, sur une plante, sur un animal, sur un poisson, sur un banc de poissons, pourquoi pas. Tous ces éléments, il me semble, projeter de la signification. Et la plupart du temps, elle est systématisée, bien qu'il y ait des variantes culturelles et des variantes personnelles. Alors, quand j'ai expliqué ça à une personne qui me sert de test pour voir si mon cours est compréhensible ou pas, elle m'a dit « je ne vois pas bien où tu veux en venir ». Alors, par exemple, de la signification généralement systématisée. Eh bien, par exemple, l'expérience de regarder le soleil se lever, je ne vais pas généraliser et dire ce que ça peut générer à tout le monde, mais au moins on peut dire ce que ça ne génère à personne ou quasiment personne. Le soleil levant signifie rarement l'effroi. Il signifie à peu près un truc général pour tout le monde. Il doit y avoir des variantes culturelles, mais c'est rarement l'effroi devant le soleil levant. A l'inverse, le requin génère rarement la joie. Hein, c'est rarement on voit un requin, ça c'est vraiment trop super. Vous voyez et le printemps génère rarement la peine. Alors bien sûr, on pourrait prendre des contre-exemples. On pourrait dire, bah oui, quelqu'un qui a perdu toute sa famille dans un accident de voiture le jour du printemps. Oui, bon, bah pour lui, le printemps, c'est pas facile. Bien sûr, il y a des contre-exemples personnels, mais généralement, les objets, lieux et éléments naturels semblent posséder de la signification, projeter sur nous de la signification. Généralement, elle est systématisée. Une deuxième catégorie de surface projective dans les phénomènes du monde sensible, les phénomènes qu'on pourrait dire objectifs, les objets sensibles, eh bien il y a tous les symboles. Et là, on peut voir deux catégories de symboles. Les symboles archétypiques et collectifs, dont la signification est systématisée. Alors, j'ai pris un exemple pour ça. L'exemple de la croix gammée qui s'appelle à l'origine la svastika. Aujourd'hui, ce symbole, il a pour une bonne partie du monde, du moins du monde occidental, une signification très claire. Et je pense que je n'ai même pas besoin de la nommer. Mais avant la Seconde Guerre mondiale, et du moins avant les années 30, la svastika avait une autre signification qui était collective sur une bonne partie de la planète. Alors, cette signification, elle était présente au Mexique précolombien, en Scandinavie, en Chine, en Inde. Alors, je ne l'ai pas noté ici, j'ai dû le noter un petit peu plus loin, mais ça doit anticiper la suite. Mais cette signification, c'était une signification de pouvoir, de bonheur et d'amour avec la connotation de l'infini. Et d'ailleurs, la svastika n'était pas uniquement dans le sens qu'on connaît, mais elle était présentée dans deux sens opposés. L'une allait dans un sens horaire, on pourrait dire, et une allait dans l'autre sens, un sens anti-horaire. C'était deux symboles qui marchaient ensemble. Et là, on voit un bon exemple d'archétype collectif, puisque ce symbole était présent partout, qui peuvent être récupérés à un moment et être transformés en archétype culturel. Et on parlera de manière plus extensive des symboles une autre fois. Et puis à côté des symboles archétypiques, il y a les symboles culturels, donc partagés par tout un groupe social, et les symboles personnels, qui ont une signification pour nous, et principalement pour nous, pour des raisons biographiques. Jung fait une distinction entre trois types de symboles. Il parle du symbole vivant, du symbole mort et du signe. Pour lui, le symbole vivant, c'est un symbole
qui contient une signification qui n'a pas été nommée. Pourquoi? Parce qu'elle est inexprimable. Par exemple, faire le dessin d'un symbole qui résume un ensemble de très longues significations. On va se dire, ok, c'est tellement long à expliquer que par ce symbole, on peut représenter toutes ces choses-là. Bien qu'il soit culturel, on pourrait donner l'exemple du cœur, par exemple, qui peut-être représente l'amour, mais derrière le mot amour, il y a bien des choses. Et c'est la colombe, oui. Et c'est là, sur l'exemple du cœur, ou dans l'exemple que tu donnes de la colombe, Jung fait une distinction du symbole vivant avec le symbole mort, où il dit le symbole mort contient une signification arrêtée et exprimable, et comme on lui a donné une attribution exprimable, il n'a plus cette notion d'ensemble de signification infinie et inexprimable. Alors, je reprends l'exemple de la Vastika. Actuellement, elle représente l'idée du nazisme, alors qu'elle présentait avant force, perfection, amour, bonheur et infini. C'est là qu'on voit qu'avant, c'était un symbole large, un symbole vivant, qui avait de nombreuses significations pour de nombreuses personnes. Et à présent, c'est devenu ce qu'on peut appeler un symbole mort, au sens où il prend une seule signification, arrêtée. Très arrêté d'ailleurs, j'ai pris cet exemple parce que ce serait très difficile pour notre civilisation de réutiliser ce symbole pour en faire autre chose. Pour l'instant, il y a un sens attribué tellement arrêté que, eh bien, pour l'instant, il y a un consensus pour ne pas l'utiliser, pour lui attribuer une autre signification. Et le signe, c'est une version très réduite du symbole. Le signe, c'est une représentation visuelle ou désignation d'un fait entièrement arrêté. C'est un consensus. Par exemple, la lettre A. Par exemple, le sigle de la marque Mercedes. Par exemple, la note sol dans une portée musicale avec la clé de sol. Au final, c'est un point sur une ligne. Ça n'a jamais voulu dire le son que fait la note sol. Mais par ce signe, on peut symboliser quelque chose qui, en effet, autrement, serait assez inexprimable. D'autres surfaces projectives dans le monde sensible, les lieux et les éléments culturels. Alors là, on commence à avoir une fusion de ce qu'on a vu avant. Avant tout, ce sont des lieux. Mais ici, on parle plutôt de ce qui est culturel au sens humain, et on parle de ce qui est architectural. Alors ici, on voit se combiner deux éléments, des principes géométriques qui sont issus de la nature, à vous de vérifier si l'architecture marche comme ça ou pas, et des dimensions symboliques, en termes de forme, en termes d'emplacement, et en termes des objets qui vont être présents dans ces lieux et dans ces architectures. De la même manière qu'on le voyait avec les symboles, certains lieux, comme les parcs aménagés, comme les mosquées ou les temples, semblent comporter une information perceptible, généralement collective. Par exemple, de nombreuses personnes dans un lieu, même s'il n'est pas de leur culture, vont témoigner, ressentir quelque chose, et quelque chose de commun. Je n'ai pas noté d'exemple ici, mais ce qui me vient par exemple, c'est le Taj Mahal, par exemple, qui pourrait donner un effet à des gens. Alors, on pourrait spéculer sur des questions de géobiologie, par exemple. Est-ce que le lieu est chargé d'une énergie tellurique, etc. Alors, pourquoi pas, mais nous, ici, ce n'est pas tellement ce qu'on regarde. Que cela soit vrai ou que cela soit infondé, on va juste regarder le fait que ça génère une signification et génère une sensation kinesthésique, une émotion, pour un ensemble de personnes qui peuvent montrer que ça se systématise. Et bien sûr, à l'inverse, comme nous l'avons déjà dit avant, d'autres lieux vont avoir des significations culturelles. Par exemple, la maison de mes parents dans laquelle j'ai grandi, eh bien, elle a une forte signification pour moi et sûrement pas pour vous si vous passez devant. Si. Grégory quand même rigole, mais il n'est pas fort. C'est sympa chez toi. Merci. Enfin, c'est plus vraiment chez moi, tu sais. Mais c'est sympa quand même. Et on arrive à une autre catégorie qui combine encore plus tout ce que nous avons vu avant, les figures archétypales. Alors, elles sont symboliques et elles représentent directement un archétype. Donc là, ça va nous envoyer beaucoup de significations. Par exemple, une statue du Christ, par exemple, le symbole du yin-yang, par exemple, l'image du Bouddha ou l'image d'un dieu ou d'un héros mythologique. Par exemple, les figures que l'on trouve dans les contes, les figures qu'on trouve de la figure du héros, les figures qu'on trouve dans les films, les figures historiques, etc. Alors une question se soulève à ce moment-là, est-ce qu'il y aurait eu à un moment une technologie dialogique qui utilisait le phénomène de projection et de récupération des projections de contenu et que nous ne nous utilisions plus aujourd'hui? Alors à mon point de vue, oui. Par exemple, il y a des gens qui utilisent
des figures archétypales pour faire volontairement de la dialogie. C'est-à-dire qu'ils vont aller voir une statue et qu'ils vont parler avec. C'est-à-dire qu'ils vont parler à haute voix ou parler dans leur esprit, statue, statue, peux-tu m'expliquer pourquoi ceci, ou statue, statue, s'il te plaît, peux-tu faire cela? Eh bien, figurez-vous qu'ils vont entendre la réponse dans leur tête. Il y a deux endroits où c'est accepté socialement, c'est dans l'acte religieux ou dans l'acte de superstition, où on va dire oui, oui, lui il parle avec la statue du Christ, mais t'inquiète pas, il y croit à mort. Mais au moins c'est accepté socialement. Et un autre exemple où c'est accepté socialement, c'est dans les symptômes de psychopathologie, comme par exemple dans la schizophrénie. Eh bien, c'est intéressant de voir que cette technique existe. À vrai dire, on ne sait pas vraiment ce qu'il vit, le schizophrène. Et l'homme qui a un tel acte de foi, qu'il entend de bons conseils de la part de la statue du Christ, on ne sait pas vraiment non plus ce qu'il vit. Et ce qu'on voit, c'est que cette deuxième personne, qui a priori est plutôt considérée comme saine d'esprit, eh bien, elle utilise une technique qui fait qu'elle reçoit le message d'un objet sensible. Ce qu'on pourrait dire ici, c'est que si cette technique psychique implique volontairement la présence d'une surface projective pour rentrer en dialogie avec différentes parts de l'esprit, aussi archétypale qu'elle soit, eh bien, ce serait bien dommage de se passer de cette technologie de l'esprit. Parce que si on peut l'utiliser de manière simple pour rentrer en communication avec de l'information qui est contenue à l'intérieur de nous, mais à laquelle on n'a pas accès, eh bien, ça vaudrait peut-être le coup d'essayer. Or, ces techniques, eh bien, on les retrouve chez Erikson. On est en train de faire une traduction actuellement avec quelques personnes d'un travail qui parle de ces techniques d'Erikson. Par exemple, figurez-vous que Erikson utilisait des boules de cristal pour demander à ses patients « Qu'est-ce que tu vois dedans? Qu'est-ce que ça te raconte ?» Alors au bout d'un moment, il a fini par détecter que ça marchait mieux avec des boules de cristal imaginaires. Donc il a arrêté de prendre les boules physiques. Mais quand même, il utilisait à un moment, il a utilisé par moment des boules de cristal physiques. Alors c'est là qu'on voit que c'est facile d'être cynique en fait et de dire « Ah, les liseuses de bonne aventure qui lisent dans les lignes de la main, oui, ok, elles ne font que du cold reading. » Bah, peut-être qu'elles ne font pas que du cold reading. Et ah oui, tout ce folklore avec les boules de cristal, c'est vraiment pour les faibles d'esprit, les gens qui cogitent pas beaucoup. Mais peut-être pas non plus. Alors comme je le disais, c'est facile d'avoir ce cynisme-là, mais peut-être que derrière tout ça, et je dis bien peut-être qu'il y a une technique cognitive qui permet aux gens d'avoir accès à de l'information. Ça n'invalide pas que peut-être par d'autres moments il y a du charlatanisme là-dedans. C'est possible. Mais en tout cas, on voit que ces techniques-là sont présentes dans certains travaux d'Erikson, dans les prescriptions de tâches d'Erikson, qui envoyaient parfois les gens en haut de la montagne en Arizona en l'occurrence, pour leur dire va t'asseoir autour des cactus et vois bien ce que ça te raconte. C'était pour un alcoolique en l'occurrence qu'il avait recommandé de faire ça. Et on voit aussi que ces techniques sont présentes dans le psychodrame. Excuse-moi. Oui. Le cold reading, ça veut dire quoi? Joker. Si je te réponds sur le cold reading, ça va cramer tout le reste de mon cours. Mais tu trouveras sur Internet. Mais je veux bien en parler au prochain cours. Je vais le noter. Ok, c'est noté. Bien sûr, technique dialogique dans l'utilisation des figurines. Vous avez vu, je vous avais montré en vidéo Isabelle Padovani, qui utilise des figurines pour dire « Tu es la part de moi, qu'est-ce que tu veux me raconter ?» Et puis enfin, et évidemment, dans la pratique des constellations, comme les constellations familiales, où un être humain va être un objet sensible, qui va incarner quelque chose qui est à l'intérieur de moi. Attends, dans le protocole de Rossi, où on demande aux symptômes ce qu'il a à nous dire, c'est un des principes. Et bien sûr, dans toutes les techniques issues de Erikson, comme celle de Rossi, les techniques avec du signaling, où on va créer des signaux idéomoteurs, on va demander par exemple au doigt de dire oui, à un autre de dire non, et ensuite poser des questions, et toute personne qui a étudié l'hypnose ericksonienne constate que ça répond très vite, ça fait des oui, ça fait des non. Quel est le ça qui fait cela? Eh bien officiellement on dit c'est l'inconscient. Mais nous, ici dans l'hypnologie, et comme je l'avais dit dans les premiers cours, on pense que derrière ce mot inconscient, il y a beaucoup de phénomènes, et ça, nous en avons déjà longuement parlé. Donc oui, bien sûr, dans les créations de signaling, évidemment, c'est l'utilisation des mêmes types de techniques. Mais comme c'est notre propre corps, notre propre système moteur, c'est encore assez facile de se dire c'est moi et moi-même. Quand il y a la statue du Christ qui dit « Mais enfin, tu le sais bien où est le problème? Pourquoi est-ce que tu les embêtes tous comme ça ?» Ça, surtout pour un non-croyant, ça peut être très bouleversant comme expérience. Enfin bon, moi je dis ça
Voilà. Je n'incite personne à le vérifier par soi-même. Voilà. Et puis une dernière catégorie, dans l'idée de surface projective dans le monde sensible avec laquelle on peut interagir, il y a bien sûr les arts. Alors deux catégories dans les arts graphiques, les arts narratifs, les arts du spectacle vivant. Ils reproduisent des phénomènes naturels, des éléments culturels, des symboles et des interactions avec des figures archétypales. Alors deux catégories ici. Les arts graphiques arrêtés, par exemple, vont représenter des éléments naturels ou culturels ou symboliques. Par exemple, la représentation d'un soleil levant au bord de la mer. Et tout comme on en parlait tout à l'heure avec le soleil levant physique, eh bien le soleil levant reproduit de manière artistique peut générer à des gens le même type d'expérience. Projection de contenus internes qui vont lui revenir. Deuxième catégorie ici, les interactions de figures archétypales, c'est ce qu'on peut voir par exemple dans la littérature, c'est ce qu'on peut voir aussi au cinéma. Alors, Jean-Pascal de Bailleul, il vous a parlé de tout ça. Notre ami Patrick Burenstenas, lui aussi, il a parlé de ces questions-là. Et je crois que Bernadette Blin aussi, elle a parlé de ces choses-là. À un moment, quand on est au cinéma, quand on voit le héros et la princesse, et qu'il a tellement galéré pour sauver la princesse, et que la princesse lui dit « mais tu sais, tu as fait tout ça, c'est cool, mais j'avais pas besoin qu'on me sauve en fait, moi ». Quand on voit ce truc mis en scène au cinéma de belle manière, c'est-à-dire d'une manière un peu plus prenante que ce que je viens de vous en raconter, et que ça nous touche très profondément, eh bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe, d'après Jung en tout cas, et d'après pas mal de personnes, il se passe le fait que nous avons projeté nos contenus psychiques, ou mieux encore, que nous les voyons en action dans une surface externe, et que les voyant en action, eh bien, peut-être que moi, cette thématique-là, ça va me toucher très profondément, et peut-être que le voisin, pas du tout. Parce que peut-être que cette thématique, elle a besoin de s'actualiser chez moi. Peut-être que ce contact entre ces deux personnages et cette résolution ont besoin de s'activer chez moi, et pas chez un autre, qui, lui, peut-être, va voir à l'inverse... je ne sais pas, moi, un homme qui accompagne son père dans les derniers instants de la vie de son père et qui en pleure toutes les larmes de son corps. Et peut-être que pour cette personne qui a vécu le deuil de son père qui n'est pas encore passé, ça fait quelque chose de très fort. Et peut-être que pour moi, qui n'a peut-être pas totalement conscience qu'un jour mon père pourra mourir, peut-être que ça ne me fait rien. Ou peut-être au contraire, que ça me réveille la prise de conscience qu'un jour mon père va mourir en vrai et qu'à ce moment-là j'ai un déclic qui me fait une émotion très forte. Voilà le genre de phénomène qui peut nous arriver quand nous voyons des figures archétypales en interaction. Alors bien sûr, c'est présent dans le cinéma, c'est présent dans les contes, c'est présent dans la littérature, notamment dans la littérature héroïque. Ben voilà, j'ai fini sur ce chapitre-là. Ok, on va faire le 3e chapitre et puis on regardera le 4e pour la prochaine fois. Tu étais en train de dire que tu avais remarqué la musique semble être rare. Oui. Tu veux que j'en parle? Oui, ça oui. Ok. En effet, dans les arts, la musique semble être une catégorie différente des autres arts. Pourquoi? Parce qu'elle semble, je dis bien elle semble agir autrement sur le psychisme, qui semble être très sensible aux patterns rythmiques, et pas que le psychisme, hein, aussi la physiologie. Il semblerait que la physiologie s'accorde en vitesse, au tempo d'une musique, et aussi aux tonalités et aux modalités d'une musique, c'est-à-dire au contenu harmonique, mélodique, etc. Et d'autre part, il semble que la musique, plus que tout autre phénomène, il y a l'olfactif aussi dans cette catégorie-là, il semble que la musique et l'olfactif soit un bon terreau pour le conditionnement. C'est-à-dire, j'entends une musique un jour dans ma vie et j'y attribue une émotion. Et si en plus je répète l'expérience, genre je l'écoute 4-5 fois la première fois et puis je la réécoute les jours d'après et les semaines d'après, eh bien elle est très profondément ancrée. Et il semble que la musique soit un immense terrain d'abstraction. Par exemple, dans les arts, si je vois un soleil levant, je peux me dire ça c'est un soleil levant et ça me fait une émotion. Si je vois un lion en train de manger une petite fille, par exemple, dans une peinture, je vais pouvoir me dire, ok, je peux mettre des mots sur ces choses-là,
ce sont des signes, ce sont des symboles, mais je peux y attribuer une signification très claire, très mentalisable, très verbalisable. Et bien sûr, la musique, c'est beaucoup plus difficile. Et dès qu'on est en contact avec de la musique et qu'on veut en parler, qu'on veut la verbaliser, populairement en tout cas, on va en parler en termes d'émotion et de sensation. Donc c'est un espèce d'accès direct très puissant à des choses moins mentales et à des choses plus profondes, on pourrait dire. On va dire de plusieurs manières. Plus profondes dans le corps, plus profondes dans les strates du cerveau, tu sais, cortex, cerveau reptilien, etc. Ou plus profondément dans les conditionnements de l'esprit. Mais dans l'art contemporain non figuratif, tu as la même chose. Tu rentres dans une installation, c'est le même principe. Oui. Oui. Après, Hegel, dans l'esthétique, il disait que par rapport à la musique, ça n'a pas du tout de forme. Et justement, que c'était plus direct. C'était sa théorie, hein, que c'est justement, oui. Ça parlait plus à l'âme directement. À une certaine partie de notre âme, sensibilité, du fait du manque de forme. Tout à fait d'accord avec toi. Dans les mécanismes qu'on a vus au début, de la musique, dans la musique, il est plus difficile d'attribuer un nom et une forme. Sauf pour ceux qui l'ont beaucoup étudié, qui vont pouvoir y attribuer plein de noms parce que dans le mécanisme musical, ils peuvent mettre des noms et des dénominations. Mais en effet, son absence de nom et de forme va créer des conditionnements plus profonds. J'avais pris quelques exemples sur ça. Oui, par exemple, il y a des ensembles de musique qui ont un contenu qui semble inhérent, c'est-à-dire qui va générer chez tout le monde, ou quasiment tout le monde, plutôt de la détente, ou au contraire, plutôt du tonus et de l'excitation. Là, on est dans des grandes réactions primaires, on pourrait dire. Et il y a des musiques à contenu conditionné, qui par exemple vont me donner de la nostalgie, pas parce que la musique est triste, mais parce que ça me rappelle l'époque où je l'ai connue. Un bon exemple dans tout ça, c'est des musiques qui me génèrent une idée de cette mode est dépassée. C'est devenu kitsch, par exemple. Là, on voit bien que la musique m'envoie une signification qui est nouvelle par rapport aux premières fois où je l'ai écoutée. Enfin, si tant est qu'elle soit kitsch dès la première écoute, mais bon. Et ça nous amène à des pratiques actives de projection. Alors, pour continuer dans les arts, une pratique active de projection, par exemple, c'est la pratique artistique, où la pratique artistique va utiliser le mécanisme d'externalisation dont nous avons déjà parlé il y a quelques semaines. La création et l'expression artistique, elles permettent deux choses. D'une part, elles permettent de projeter nos objets psychiques dans une interface vide, et d'autre part, elles nous permettent d'interagir avec cette interface. Alors, un exemple, je prends une feuille de papier blanc et je dessine dessus, sans trop préméditer ce que je veux dessiner. Simplement, je dessine et puis parfois, je laisse un peu ma main être emmenée par ce dessin. Eh bien, on pourrait dire que d'un certain point de vue, il y a quelque chose qui est externalisé, il y a une perte d'agentivité, puisque à un moment, si je me laisse entraîner par ceux qui dessinent, ben à ce moment-là, c'est plus moi qui dessine. Déjà, à ce moment-là, on peut dire qu'un contenu inconscient, par exemple, se projette dans le dessin. Et puis, d'un autre point de vue, on peut interagir avec cette interface, c'est qu'on peut dessiner quelque chose. Par exemple, je choisis de dessiner un banc de poissons dans la mer, et je sais que j'ai envie de dessiner ça, mais j'ai peut-être pas une image extrêmement précise de cela à l'intérieur de moi avant de le dessiner. Je vais donc dessiner un banc de poissons dans la mer, et si j'introduis la question « Pourquoi est-ce que je l'ai dessiné comme ça? Qu'est-ce que ça dit de moi ?» Eh bien, vous allez voir que ça fait apparaître de la signification. Et ça, bien sûr, ça peut être utilisé en accompagnement. Au niveau du mécanisme, ce qu'on voit ici, c'est des parts externalisées qui vont s'exprimer comme de leur propre volonté dans une surface projective de création artistique, et d'autre part, une démarche active d'attribution de sens et de signification à ce qui a été créé. C'est clair? Vas-y. J'ai trouvé une idée très séduisante, c'était que l'interprétation pouvait justement dépasser l'idée de l'artiste. C'est qu'un artiste peut créer une œuvre d'art avec certaines idées, et les gens vont ensuite interpréter alors, je sais pas trop, projeter ou récupérer des signifiants très différents. Oui, oui. Signifier très différent. Ça a du sens. Oui, ok. Moi aussi, d'ailleurs. Je trouve que c'est une idée... et c'est des choses qu'on utilise en ericksonien. J'y viens justement.
si on regarde le jeu de l'écriture automatique, il va y avoir deux phénomènes. On cherche volontairement une perte d'agentivité, c'est-à-dire de laisser la main écrire sans l'action de la volonté. Alors, bien sûr, ça demande un peu d'entraînement parce que nous, ce qu'on a appris, c'est à écrire avec la volonté. Enfin, sauf que quand on écrit une phrase, on n'est pas en train de calculer tous les signes non plus, hein. Il y a quand même un sacré automatisme là-dedans. Mais si on pousse l'idée d'écriture automatique jusqu'au bout, eh bien l'idée ici, c'est de, entre guillemets, laisser la main écrire d'elle-même. Ce qui est très amusant, ça a été constaté par Erikson, c'est que la main se met à écrire du signifiant, même si on regarde ailleurs. Et ça se met à écrire des mots et des phrases, quoi. Et même si ça n'écrit pas des mots et des phrases, on peut après regarder ce qui a été tracé et se dire quelle signification je vois là-dedans. Et même si on voit des mots particuliers, par exemple si le mot harmonie a surgi, mais peut-être que pour cette personne qui va analyser le contenu de ce qui a été écrit par sa main, peut-être que ça pourra lui parler de musique, harmonie, ou peut-être que ça pourra lui parler de paix intérieure, harmonie, ou peut-être qu'il va se dire « Ah oui, je vois bien, oui, c'est la façon dont je suis avec les enfants, je comprends ce que ça me dit. » Bah là, nous, accompagnants, on se dira « Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il a trouvé dans ce mot-là, mais il a trouvé quelque chose pour lui. » Et c'est là qu'on voit qu'il y a le fait de déclencher une attribution de sens et de signification dans ce que l'écriture automatique ou la démarche artistique a fait surgir. Le contenu révèle l'expression de part externalisée et l'interprétation du contenu va attribuer des significations et du sens. Toujours OK? OK. Et alors on a un exemple extrême de ce phénomène, de ce mécanisme, c'est ce qu'on appelle le channeling. Je vais vraiment vous noter ce que j'ai écrit parce que là, faut faire attention sur cette question-là. Exemple extrême du mécanisme précédent, avec une perte complète d'agentivité. Pour rappel, perte d'agentivité, ça veut dire sensation que l'action n'est pas du tout faite par moi. Et une part archétypale qui s'exprime à la première personne et s'adresse à un interlocuteur. En général, une part archétypale qui dit « je », et même des fois qui dit « je m'appelle un tel », avec un nom très archétypal derrière. C'est rarement « je suis la voisine d'à côté », quoi, hein. C'est plutôt je suis l'esprit lumineux de la création, par exemple, voilà, très archétypal, quoi. Ces temps-ci, on a beaucoup d'archétypes extraterrestres depuis quelques dizaines d'années. Et du coup, plus il y en a, et plus il y en a. Surtout depuis Internet. Mais ça, ce n'était pas dans ce que j'ai noté. Alors, je vais revenir. Parce que là, il faut faire attention avec ces histoires de channeling. Déjà, il faut qu'on reste dans le cadre de l'hypnologie et on ne veut pas non plus blesser ou heurter les gens qui sont dans un autre cadre. Donc, dans des expériences spontanées de channeling, c'est-à-dire d'expériences où les gens vont le faire tout seuls, non accompagnés, la personne attribue généralement le contenu de ce qui est écrit à une entité externe et elle va spéculer sur la nature de cette entité et sur le moyen de communication de cette entité avec la personne qui vit cette expérience. Cette spéculation, elle crée généralement une confusion de paradigmes entre matérialisme ou dualisme et spiritisme. Confusion de paradigmes qui peut parfois favoriser ou activer des psychopathologies. C'est ça qui est un peu dommage. Comme on l'a déjà vu à propos d'autres techniques, par exemple les techniques de chamanisme, ici c'est l'interprétation philosophique ou la grille de lecture du phénomène qui va poser un problème. Et ce n'est pas la technique utilisée elle-même. Ça, c'est notre position. Que bien sûr, on peut utiliser les techniques du channeling et se laisser aller à une totale perte d'activité. Mais dans notre point de vue, pour garder une sécurité de cohérence cognitive, de cohérence mentale, de rester quelqu'un qui psychiquement va bien, quoi. Et bien pour garder cela, nous recommandons l'idée de se dire ceci est l'expression d'une surface, ceci est une surface projective pour un dialogue entre quelque chose qui est à l'intérieur de moi, mais qui n'est pas autre que ce que je suis. Est-ce que la nuance est claire? Autrement dit, pour nous, le channeling, ce n'est pas discuter avec le pilote, je ne vais pas le nommer, mais le pilote du vaisseau spatial qui est dans la tribu des êtres de lumière. C'est discuter avec un archétype qui peut utiliser ce langage-là, qui va dire « je suis au-delà de la Terre ». Alors ce sera
priori très supraconscient au sens de Assagioli. Ce sera très monde du haut au sens du chamanisme. Ce sera très... qui d'autre on aurait pu dire? Ce sera très peak experiences au sens de Maslow par exemple. Et on va retrouver les archétypes que décrit De Swal, qui a tellement exploré le monde vertical, mais ce sera supraterrestre, pas parce que c'est un extraterrestre physique dans un vaisseau spatial physique. Et les gens qui croient aux extraterrestres, nous n'avons rien contre, mais là nous pensons que le channeling n'est pas communiqué avec des personnes ou des entités matériellement externes, mais que c'est un moyen de dialoguer avec des archétypes internes. Là où on peut quand même mettre un peu de souplesse, c'est que interne à quoi? Interne à mon propre esprit. Et où est la limite de mon propre esprit? Alors là, on peut spéculer longtemps sur le sujet. Et nous, bien ici, ce n'est pas notre position de spéculer sur le sujet, mais de garder un garde-fou pour prévenir du fou, quoi. Et se dire, ok, avec ces techniques, on peut communiquer avec soi-même. Ah bah tiens, c'était mon chapitre d'après, mais je l'ai déjà dit. Ok. Autre exemple de pratique active de projection, eh bien, des entraînements que nous avons déjà vus, par exemple l'entraînement à l'état de conscience chamanique, comme dans les techniques de Michael Harner que nous avons déjà décrites. Ok. On y retrouve des mécanismes qu'on a décrits au premier chapitre, par exemple, la projection de signification depuis les objets sensibles et la projection de contenu vers les objets sensibles et l'attribution de signification vers les objets sensibles. Alors, un exemple à cela, un entraînement que donne Michael Harner, lui, dans sa nomenclature, dans sa terminologie, dans sa façon de le dire, et dans sa grille de lecture, il donne un exercice pour voir la présence des esprits. Et je viens de prendre du temps et je le reprends pour dire, c'est dans sa terminologie. Un exercice, par exemple, pour lui, pour ce qu'il appelle voir les esprits, c'est programmer la venue des esprits et les chercher. Alors évidemment, si on les programme et qu'on les cherche, il y a de fortes chances qu'on les trouve. Alors, je vais vérifier ça pour moi-même, mais je vous l'ai déjà dit dans un dernier cours, c'est très amusant, parce que du coup, bien sûr qu'on les trouve. Alors lui, il donne par exemple dans son exercice, dites-vous qu'à 16 heures, ils vont surgir et ils vont se manifester d'une manière ou d'une autre dans les objets sensibles. Et évidemment, à 16 heures, d'un seul coup, quelque chose attire votre attention et vous vous dites, c'est vrai que ça quand même, juste à ce moment-là, c'est pas banal. Alors, pour l'expérience que j'avais fait moi-même pour vérifier ces choses-là, quand je les ai étudiées, j'avais demandé qu'à midi surgisse quelque chose qui me montre, puisque c'était l'exercice proposé. Moi, j'ai pas beaucoup de grilles de lecture, mais j'aime bien expérimenter. Et en effet, ce jour-là, à midi, pour être honnête, hein, sur mon heure, c'était midi et 20 secondes. Ça faisait 20 secondes que je me disais. Eh bien, à ce moment-là, non seulement les nuages se sont déchirés, il y a eu un grand rayon de lumière, mais le rayon de lumière est passé juste dans la fenêtre, juste en face de moi. Et j'avais du coup un soleil que je ne voyais pas, une fenêtre qui donnait un prisme et un rayon de lumière devant moi. Alors bien sûr, j'ai une part très rationnelle qui dit, bah, évidemment, de toute façon, je cherchais quelque chose. Donc le premier rayon de soleil bien vertical qui passe, bah, ça me parle. Et une autre part qui dit, c'est intéressant, parce que je viens de forcer une synchronicité. En termes techniques, c'est ce que nous pourrions dire. Moi, je n'invalide pas la présence d'un esprit. Enfin, en fait, peu importe. Dans notre grille de lecture, ce n'est pas tellement ce qui est important. En fait, dans notre façon de regarder le phénomène, ce n'est pas la grille de lecture qui est importante. C'est le fait que ça surgisse qui est important, parce qu'on peut sûrement en faire quelque chose. Et je vous rappelle, en faire quelque chose, pourquoi? Pour comprendre comment marche notre esprit, c'est l'aspect de connaissance, et pour accompagner les gens avec ces mécanismes, c'est l'aspect de bienveillance. Bien sûr, à ce moment-là, on se dit, ouais, c'est quand même étonnant, quoi, que ce truc-là surgisse à ce moment-là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On s'est mis dans un état d'ouverture, en fait, on s'est mis dans un état de conscience modifié. Dans la nomenclature de Michael Harner, c'est l'entraînement à l'état de conscience chamanique pour apprendre à faire quoi? Pour apprendre à le stabiliser et le superposer à l'état de conscience ordinaire. Pour en faire quoi? Pour apprendre à piloter tout ça, pour soigner les gens. Donc il y a quand même un contexte là-dedans. Mais en effet, je l'ai déjà dit, on y retrouve le mécanisme de projection de signification, le mécanisme de projection de contenu et le mécanisme d'attribution de signification vers les objets sensibles. Un autre exemple, si on a le temps, ouais.
Les entraînements de l'attention, par exemple, les exercices qu'on appelle de pleine conscience qui viennent du courant zen qui est un sous-courant du Mahayana, qui consiste à développer la faculté d'attention, élargir le champ d'attention et maintenir dans le temps la qualité de l'attention. Par exemple, les pratiques dites de pleine conscience proposées par Thich Nhat Hanh dans le courant zen vietnamien, qui consiste à ancrer des objets sensibles dans toute action. Alors, ce sont des choses très simples. Hein. Par exemple, Thich Nhat Hanh enseigne aux gens à faire la vaisselle en pleine conscience, ce qui n'est pas très compliqué. Je fais ce geste-là pour le fait de nettoyer l'assiette avec mon éponge. Faire la vaisselle en pleine conscience, pas très compliqué, hein. Il suffit de faire la vaisselle et dès qu'on pense à autre chose, on se rappelle qu'on fait la vaisselle. Bon, assez simple à faire. Un peu énervant par moment. Mais en effet, après s'être entraîné à ça, eh bien on se rend compte que faire la vaisselle devient quelque chose de très profond. Bah ouais, c'est con, mais ça marche. Vous imaginez le nombre de fois... Bon, j'ai pas prévu de dire tout ça, mais... Vous imaginez le nombre de fois où on fait la vaisselle en se disant « Quelle corvée, la vaisselle, c'est chiant ». Mais est-ce qu'on se fait vraiment du bien à ancrer une tâche que de toute façon on doit faire à l'idée que c'est chiant? Est-ce que c'est pas une bonne idée de se dire « Je pourrais utiliser cette tâche parce que de toute façon je dois la faire et je pourrais l'ancrer à quelque chose de profond, comme par exemple être très attentif à ce que je fais ». Alors, j'arrive. Alors, il propose d'autres entraînements avec la même vaisselle. En fait, en général, il prend un support, ce monsieur, et il balance tout ce qu'on peut faire avec. Il dit aussi, on pourrait se dire, je peux y donner de la douceur. Parce que si je la nettoie avec douceur plutôt que de la nettoyer avec je suis pressé, etc., eh bien, c'est à moi que je vais accorder de la douceur. Et si je la nettoie en étant très stressé, en voulant aller vite, c'est à moi que je vais générer du stress. Sûrement pas à l'assiette, en tout cas. Et c'est à moi que je vais générer l'idée qu'il faut aller vite. Ce qui, en général, on peut le vérifier, n'est pas souvent un facteur de se sentir bien. Alors, aller trop lentement, ça ne fait pas se sentir bien non plus. Très vite et stressé, ça ne fait pas se sentir bien non plus. Et si ma mémoire est bonne, Thich Nhat Hanh dit « Le summum de l'expérience, c'est de la nettoyer comme on nettoie la peau d'un bébé. » C'est-à-dire avec autant d'attention et de, comment on dit, préciosité, faire ça de manière très précieuse et très attentive. Et c'est vrai que de jeunes parents qui ont leur premier bébé, personne ne leur a appris à le faire, mais instinctivement ou naturellement, ils le tiennent d'une façon qui est, là, il y a une hyper-vigilance et une hyper-attention, sans aucune crispation et sans aucune tension, ce qui montre quand même qu'un esprit humain connaît bien ce mécanisme-là. Dis donc, je suis parti un peu loin des entraînements de l'attention. Les pratiques de pleine conscience proposées par Thich Nhat Hanh, dans ce cas, elles vont consister d'une part à un rappel d'attention, mettre de l'attention, je la perds, je la remets, je la perds, je la remets, et d'autre part à déployer des qualités spécifiques et à prendre la transformation des objets sensibles comme surface projective de la transformation de notre propre esprit. Elle était un petit peu longue, tu peux me la faire? Ouais, mais t'as raté le début où j'ai expliqué tous les mots que je viens d'employer en fait. Mais je vais le refaire, c'est ok. D'une part, ces pratiques vont créer un rappel d'attention, c'est-à-dire quand je perds mon attention, je peux me rendre compte que je l'ai perdue. J'ai perdu conscience que j'étais en train de laver la vaisselle, je remets mon attention dessus. D'expérience en expérience, la vaisselle elle-même va devenir une action ancrée, c'est-à-dire conditionnée à l'idée de remettre mon attention. Ok ? D'autre part, ça va être une surface projective de qualité spécifique. Par exemple, je lave la vaisselle avec douceur, avec bienveillance, avec tranquillité. Bon, on n'est pas obligé de suivre ces qualités-là, on peut en mettre d'autres. Hein. On peut se dire, moi j'ai besoin de me réveiller, maintenant je vais faire la vaisselle en me disant que ça me réveille. On peut y mettre des qualités, projeter sur cette surface des qualités, et bien sûr, les prochaines fois que je ferai la vaisselle, ce sera conditionné, ça va rappeler ces qualités à moi. Des processus comme l'attention, des qualités comme les émotions ou les capacités, et d'autre part, utiliser cette surface projective à laquelle je fais subir une transformation comme projection et récupération de la transformation de mon propre esprit. C'est plus clair ? La prochaine fois, tu ne peux pas poser de questions quand tu viens à la deuxième moitié du cours. Et juste pour rebondir sur
l'idée, c'était effectivement, j'avais entendu que les bouddhistes disaient que tu fais pas la vaisselle, mais tu caresses les mains. En tout cas, Oui. la phrase qui avait résonné, c'était un peu ça. Et quand tu caresses quelque chose, on ne sait jamais si la sensation, c'est la sensation de l'autre chose ou de ta peau qui la ressent. Du coup, quand tu caresses la vaisselle, tu te caresses un peu toi-même. Oui, et dans le langage où tu le fais là, moi ce que je me dis, c'est que tu comprends déjà très bien ce qu'on peut en faire dans l'accompagnement hypnotique. Parce que tu es déjà en train de détailler ce que ça comporte en termes de sensations kinesthésiques, en termes de dialogie. Donc oui, bien sûr, on va aller dans ces directions-là. Mais pour revenir à ce que tu disais avant, si pour toi les mots caresser, plutôt que d'autres mots que tu aurais mis avant, peut-être récurés, parce que c'est un peu violent, mais il y a quand même des plats qui ont besoin d'être récurés. Il y a peut-être des parts de nous aussi qui ont besoin d'être récurés. Eh bien, si c'est ça qui t'a touché, tu peux essayer cette expérience-là. Pour en faire quoi? Pour transformer ta propre subjectivité. Pourquoi? D'autant plus parce que tu es un accompagnant et que transformant la tienne, tu vas être beaucoup plus précis pour aider les autres à transformer la leur et non pas pour toi transformer la leur. Ok. Autre exemple de pratique active de projection, je crois que c'est le dernier. Ouais. Les rites, les rituels et la ritualisation. Alors, ok, comme je suis en train de refaire ce qui devait être un grand cours, qui devait tenir en 3 cours et qu'on va le faire tenir en 4, je vous propose la semaine prochaine, on fera une expérience de ça. On peut créer un... Non, je ne vais pas le dire pour que ça ne conditionne pas. Donc on peut faire une petite expérience pour voir comment on peut créer de toutes pièces un rituel avec des symboles, mais comme ça, hein, sans chercher bien loin, et de voir comment ça transforme ou pas la subjectivité de quelqu'un. Ça vous va? Donc, eh bien, chers amis, on peut en rester là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on regardera ce qui se passe en termes de rites, de rituels et de ritualisation. On fera la fin de ce cours en parlant de perspective et application générale en accompagnement des différents points qu'on a vus aujourd'hui, des mécanismes d'interaction du psychisme avec les objets sensibles, la présence de surfaces projectives dans les objets sensibles et les pratiques actives de projection. Donc voir quelle perspective et application générale en accompagnement on peut en donner. Et on passera à la suite de mon cours où on va regarder plus précisément les synchronicités et l'utilisation des techniques projectives telles que le symbolisme, le tarot et le yiking et quelques autres surprises. Maintenant, si vous voulez, on prend un quart d'heure, 20 minutes.